Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur la donnée langage commun de nos territoires. On va essayer avec nos quatre intervenants de ce matin de faire un peu le tour de cette question sur l'importance en fait pour les territoires de la donnée et l'importance de bien gouverner cette donnée, d'avoir une gouvernance autour de cette donnée. Nous avons quatre intervenants qui vont permettre d'avoir un point de vue en fait des points de vue différents sur ce sujet, mais qui je pense va converger. Et je vais tout de suite passer la parole à Bertrand Montubert, qui est président du Conseil national de l'information géolocalisée, qui est aussi président d'OpenIG en Occitanie et président d'Equitia, et qui a récemment coécrit un rapport sur data et territoire. Merci, merci beaucoup. Alors effectivement, on est sur un sujet qui pourrait être vu sous deux angles. Un angle très technique, on est en train de parler de data, on est en train de parler peut-être d'intelligence artificielle, bon voilà, de tous ces mots qui évoquent le contexte de l'ingénierie, des sciences, des technologies. Et puis on est au Salon des maires, on est chez les élus, on est avec des gens qui sont préoccupés par la manière dont ils peuvent mettre en place leur politique publique. Alors c'est quoi le lien finalement entre tout ça? Le lien, c'est le fait que quand on est maire, quand on est élu, on est forcément dans une action politique, c'est-à-dire où on essaye de mettre en place les conditions d'un dialogue pour arriver à faire, par exemple, avancer un territoire. Et pour que ce dialogue ait lieu, eh bien, il faut qu'il y ait un langage commun. D'où le nom de cette table ronde que nous avons ce matin. Un langage commun, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de parler de la même chose quand on discute. Il faut qu'on mette la même chose derrière les mots. Et comment on arrive à aller sur des choses qui soient les plus objectivables possibles? Eh bien, la donnée est un des moyens d'arriver à cette objectivation. Vous savez que le mètre a été inventé au moment de la Révolution française, justement parce que les différents territoires n'avaient pas la même métrique. Et ils voulaient avoir un seul système, mettre fin aux deux poids, deux mesures. Eh bien, le mètre est un élément de langage commun que nous avons, évidemment, sans que nous en rendions compte. Aujourd'hui, évidemment, plusieurs siècles ont passé, et la donnée territoriale en particulier, eh bien, elle doit faire office de ce langage commun. Mais pour qu'on arrive à le faire, eh bien, il y a besoin de gouvernance. Il y a besoin de rassembler les acteurs pour pouvoir, justement, se mettre d'accord sur la manière dont on va utiliser la donnée, la manière dont on va choisir, la manière dont on va décrire le territoire. Et ça passe par un certain nombre d'actions, en particulier des actions qui sont conduites dans le cadre du Conseil national de l'information géolocalisée que j'ai l'honneur de présider, auquel Jean-Marie Céité participe également fortement, Amélie Coantic aussi, au commissariat général au développement durable, et puis les représentants des acteurs comme Delphine Jamet. Eh bien, nous travaillons sur la création de standards. C'est quoi un standard en termes de données? C'est la manière commune qu'on a de décrire un ensemble de données. Ça peut être des données d'accessibilité, de description de réseaux souterrains. Ça peut être l'adresse, tout simplement. L'adresse qu'on vit tous les jours, qu'on utilise tous les jours. Eh bien, ça fait l'objet d'un standard. Donc, on a besoin de ces instances de coordination au niveau national. Le CNIJ en est un des acteurs. Et puis, au niveau territorial, dans le rapport qu'évoquait Pierre Loyer tout à l'heure, que j'ai remis avec Christine Aignan et Magali Eltonian au ministre, l'ancien ministre de la fonction et de la transformation publique, Stanislas Guerini, nous préconisions également que dans les territoires se créent des comités territoriaux de la donnée, comités territoriaux permettant justement de rassembler les différents acteurs pour porter ensemble des feuilles de route communes qui permettent d'aller plus loin dans l'échange de données, dans le partage, et faire en sorte que les différents usages des données que nous pouvons avoir pour les politiques publiques, aussi bien pour des politiques de transition écologique, aussi bien pour des publics, des questions de politique de santé, où on sait par exemple que la localisation des données de santé est importante, et bien pour que tous ces projets puissent se développer plus fortement. Donc voilà, en quelques mots pour commencer, poser un petit peu le paysage de cette table ronde. Ok, merci beaucoup Bertrand. Alors je me tourne maintenant vers Delphine Jamet, donc adjointe au maire de Bordeaux et en charge de la stratégie de la donnée. Et pour que vous nous
nous apportiez un peu le point de vue dans une métropole, dans une grande métropole, comment est traité en fait ce sujet de la donnée et ce sujet de la gouvernance de la donnée. D'abord, je voudrais merci pour l'invitation. Et je voudrais dire pourquoi j'avais mis dans ma délégation ce stratégie de la donnée. En fait, ma délégation à Bordeaux, elle est très pensée depuis longtemps avec administration générale, évaluation des politiques publiques et stratégie de la donnée. Alors ça vient parce que je suis archiviste à la base aussi. Et je pense que quand on parle de données, on ne peut pas ne pas parler des archivistes. Et c'est vraiment fondamental en fait qu'aujourd'hui dans nos territoires, chaque commune, en tout cas d'une certaine taille, ou des communes qui sont rattachées aux archives départementales, peuvent avoir un rapport avec des archivistes qui sont spécialisés sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un préambule, je pense que ce qui est important à mettre en place aussi. Et c'est vrai que moi, je l'ai pensé parce que ça me semblait, je suis une élue écologiste, et ça me semblait très important de prouver que ce qu'on allait faire avait un impact et d'évaluer effectivement tout ce que nous faisions pour sortir de la question qu'on a eue un peu au début du mandat où nous étions traités d'amiches, etc. Et donc c'était important pour moi de pouvoir banaliser cela. Et donc qu'est-ce qui est le mieux pour banaliser ça? C'est la donnée, une donnée de qualité qui permet effectivement de poser des faits et qui soit objectivable. Donc ça, c'était un préambule politique pour moi qui était fondamental et très très important. Et c'est vrai, comme disait tout à l'heure M. Montubert, on est clairement dans un sujet politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être élu de la nation sans penser au sujet de la donnée, parce que c'est une question de souveraineté, c'est une question aussi de fluidifier les rapports entre les services administratifs en interne, au sein d'une ville, d'une métropole, mais aussi avec les autres administrations. Et ça, c'est assez fondamental aussi pour travailler avec les services qui sont sur notre territoire, où on a forcément des interactions. Mais ça permet de fluidifier cela. C'est aussi une question de souveraineté locale, c'est-à-dire aujourd'hui, on est pieds et poings liés souvent avec des éditeurs de logiciels. Et donc, il y a un enjeu majeur pour qu'on ait une interopérabilité, qu'on ait une réversibilité des systèmes d'information, pour qu'on puisse récupérer ces données pour pouvoir sortir d'un logiciel potentiellement à un moment donné ou à un autre. Et il faut que ces données se parlent, et effectivement, c'est ce qu'on disait sur les questions des standards. C'est fondamental qu'une collectivité comme Bordeaux et Bordeaux Métropole discute avec les niveaux supérieurs, que ce soit l'État ou que ce soit toutes les grandes organisations comme tout ce qui concerne l'Institut géographique, ou l'Europe, pour standardiser, pour qu'il y ait la parole des collectivités sur ces sujets-là, parce que ça ne se fait pas que dans un sens, c'est forcément une coopération à plusieurs échelles. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental. Et cette question de la gouvernance de la donnée, ça nous permet aussi, nous, de massifier nos politiques publiques. C'est-à-dire que pendant un petit moment, on s'est dit, tiens, on va pouvoir regarder combien on fait baisser combien on a d'économies d'énergie. Bon, ok, mais on en fait quoi? Donc c'est là où il faut à un moment donné se dire, nos économies d'énergie, ça nous reflète combien d'impact carbone pour la trajectoire des accords de Paris, etc. Et donc pour ça, il faut modéliser aussi des schémas et se dire, on prend quoi comme indicateur? Et c'est là où c'est très important qu'on discute tous ensemble pour qu'on ait les mêmes indicateurs. Parce que sinon, chaque élu va dire moi j'ai baissé de temps, moi j'ai baissé de temps, alors qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc ce langage commun, il est vraiment primordial. Et moi, en tant qu'élu, ce qui m'importe, c'est vraiment ces communs numériques. Et ces questions de données, ce sont des communs numériques. Et il faut vraiment qu'on s'en empare toutes et tous à chaque échelle. Merci beaucoup. Alors, on a vu le territoire d'une grande métropole. On va peut-être regarder une autre échelle avec Jean-Marie, et qui va certainement nous dire que la donnée, c'est important aussi pour tous les types d'échelles de territoire. Oui, alors effectivement. Moi je préside la FIGEO et puis je suis maire d'une petite commune un peu au bout du monde pour la France, en Corse, avec un territoire qui est un peu plus grand que celui de la ville de Bordeaux, un peu plus étendu, par contre avec un peu moins d'habitants puisqu'il y en a 400 chez moi. Donc forcément c'est pas la même. Alors la question de la donnée, je trouve que le titre il est particulièrement bien choisi parce qu'effectivement ça doit être un langage commun. Ça doit être un langage commun pour que les territoires puissent travailler ensemble, pour qu'on puisse à un moment avoir une vision globale de la situation. Et puis ce langage commun, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit extrêmement diversifié. Voilà. Donc c'est là qu'intervient la petite commune. Alors moi, petite commune de Corse, vous imaginez bien que tant qu'on parle de choses sérieuses, pratiques, on parle français. Et puis quand on parle des choses importantes, on parle corse.
Et par exemple, quand on nomme les lieux et quand on nomme les rues, quand on nomme le territoire, on le nomme en corse, on ne le nomme pas en français. Ce qui veut dire que par exemple, quand on fait la base d'adresse nationale, c'est important de se dire que la toponymie locale, elle est respectable et qu'on peut la mettre en place. Et c'est ça la qualité d'un langage commun. C'est qu'au Pays Basque, ils puissent continuer à nommer les lieux tels qu'ils l'ont fait, tels que les lieux existent avec leur nom, et en Corse aussi, et en Bretagne, en Alsace, enfin partout. Donc ça, c'est le premier point. Langage commun, oui. Diversifié, bien sûr. S'il n'est pas diversifié, il n'a pas d'avenir. Deuxième point, bien sûr qu'il faut un langage commun, bien sûr qu'il faut de la donnée commune, mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de savoir que les territoires, quelle que soit leur échelle, produisent de la donnée. C'est-à-dire qu'une ville comme Bordeaux produit de la donnée en permanence. Mais la commune de Galère produit de la donnée en permanence aussi. Ce n'est pas forcément la même. Moi, je produis énormément de données sur la biodive, par exemple. La biodiversité, c'est un endroit à Galère, on est les champions du monde de la biodiversité. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on produit beaucoup. On a un laboratoire d'écologie, on a un laboratoire de scénographie à côté. On a le Conservatoire national botanique de Corse qui fait en permanence des choses. Donc, tout ça, à un moment, c'est important de les récupérer et c'est important de les remonter parce que ça bénéficie à tout le monde. Après, parfois, il y a des choses qui marchent bien. Je parlais de la toponymie. Puis je finis juste sur un petit exemple qui marche un peu moins bien. Après, je dis 2 mots de la FIGEO, plus précisément. Mais qui a fini comme une histoire qui a bien fini, mais qui était amusante. Le BRGM est venu s'occuper du cours d'eau qui parcourt la commune, qui la traverse, prend sa source à 2500 mètres, il se jette dans la mer 25 km plus loin. 10% de pente moyenne, c'est monstrueux. C'est un régime d'oued extraordinaire. Alors les gens du BRGM, les hydrogéologues et les hydrophysiciens, les géophysiciens du BRGM, ils sont à Orléans. À Orléans, le régime du fleuve, il n'est pas tout à fait le même. Et donc quand ils ont commencé à faire des études de sous-sol, ils se sont mis dans le lit du fleuve qui était à sec. Et puis le matin, ils ont fait une partie des relevés, ils sont revenus à 2 heures. Et à 2 heures, tout d'un coup, ils se sont pris une crue. Et une crue, ils ne savaient pas que c'était comme ça, une vraie crue. Alors la vraie crue, ça a fini, ils étaient 4, c'était rigolo. Alors il y en a 3 qui ont réussi à s'isoler sur un petit monticule, et le 4e, il est monté dans un arbre. Et on a été obligé de les héliporter. Alors ça la fout mal pour les hydrogéologues qui se fassent coincer par une crue dans le lit d'un fleuve. Bon. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls au BRGM, bien au contraire. Ça veut dire qu'on a absolument besoin du BRGM, absolument besoin de ce qu'ils savent faire. Mais ça veut dire que quand ils viennent sur le terrain, nous, on a d'autres données qui sont peut-être pas accessibles de la même façon, mais sur lesquelles il faut absolument qu'ils moissonnent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils récupèrent nos données, parce que sinon ils vont continuer à faire des progrès pour grimper dans les arbres. Voilà. À la FIGEO, on essaie de faire ça, et je finis là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table et de se dire que petits, grands, public, privé, enseignants, élèves, tout le monde a une place là-dedans, que la donnée c'est pour tout le monde, c'est par tout le monde, et que c'est absolument indispensable qu'il y ait une association qui réussisse à fédérer ça. Bon, on y arrive à peu près, donc on est assez content. Voilà. Merci Jean-Marie. Et donc on va laisser le mot de la fin à Amélie Coantic, donc adjointe au commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique. Et peut-être pour nous dire comment l'État intervient et quel est le rôle de l'État en fait dans cette gouvernance de la donnée. Écoute, merci beaucoup. Je crois que les différentes prises de parole avant moi ont montré à quel point on avait un enjeu incroyable de pouvoir disposer d'une donnée de qualité pour conduire des politiques. Alors, ça nous intéresse particulièrement au ministère de l'écologie parce que les politiques de transition sont particulièrement exigeantes et nécessitent vraiment à la fois cette capacité de prospective et puis cette capacité de croiser de l'information. Mais cette donnée, elle est nécessaire aussi pour les politiques sociales, pour les politiques économiques. Et donc, on a besoin pour améliorer le quotidien. Et je crois que c'est vraiment l'une des préoccupations de tous les maires qui sont ici aujourd'hui, d'avoir accès à une donnée de qualité. Et une donnée de qualité, c'est d'abord une donnée qui est fiable. Ça veut dire que le producteur de la donnée et l'utilisateur savent ce que c'est, d'où ça vient. C'est une donnée qui est interopérable, que je peux croiser. Et là, j'ai besoin de standards. Et on parlait du travail incroyable qui est fait au niveau du CNIJ, de réunir l'ensemble des partenaires pour définir ces standards de langage commun. Parce que
si on n'est pas capable de croiser, ça ne sert à rien d'avoir des données fiables qui sont de part et d'autre et qui ne peuvent pas se regarder. Et puis d'avoir une donnée qui est accessible. Parce qu'en réalité, de la production de données, il y en a à toutes les échelles. Tout le monde produit de la donnée, l'État, les collectivités, les acteurs économiques, les citoyens. Et la question, c'est comment tout ça, finalement, peut se parler. Et donc, pour avoir une donnée de qualité accessible, au niveau de l'État, on considère qu'il faut qu'on travaille d'abord de manière partenariale. Donc, État, collectivités, acteurs privés. Parce que bien évidemment, ce n'est pas l'État tout seul qui fera ce job dans le monde actuel, mais il a toute sa part dans l'exercice. Il faut aussi qu'on s'oblige à des exercices de rationalisation. Alors rationalisation pour éviter du multisource qui fait que dans le doute, on ne fait plus rien. Pour éviter aussi de multiplier les dépenses. On est dans un monde contraint sur la dépense et donc c'est important qu'on soit le plus optimal possible. Et donc on a besoin de lieux de dialogue et c'est pour ça qu'on met en œuvre en ce moment des gouvernances territoriales de la donnée qui sont pilotées par l'État en région et les conseils régionaux qui sont vraiment les acteurs les plus mobilisés, mais avec l'ensemble des blocs de collectivités et l'ensemble des partenaires. Tout ça est d'autant plus prégnant que l'on a aujourd'hui des outils numériques qui permettent un usage de la donnée amplifié. C'est bien évidemment l'intelligence artificielle qui nous ouvre finalement à la fois des perspectives, mais qui nous interroge sur la qualité, parce que si on entraîne une IA sur des données fausses, on n'aura pas des bonnes réponses, il ne faut pas se leurrer. Donc on a aussi besoin d'être au rendez-vous finalement des défis de la technologie et on est du coup extrêmement mobilisé au sein de l'État pour avancer. Moi je voudrais juste citer 2 exemples de cette mobilisation. La ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé hier la mise en ligne d'écologie.data.gouv. C'est une plateforme qui va réunir 30 000 données de transition en open data et qui ne sont pas les données de l'État, mais qui sont les données de l'État, des collectivités, des entreprises publiques. Et on est bien là dans ce qu'on dit, c'est l'invention d'un langage commun qui va nous permettre de mieux comprendre comment notre territoire fonctionne, d'être capable d'amener des réponses, de piloter les politiques publiques, comme vous le disiez, Madame. Et donc, nous, on croit à ça avec une conviction aussi qu'il faut le faire en toute transparence vis-à-vis de nos concitoyens et que cette donnée langage commun, c'est aussi l'occasion de redonner une liberté d'expression à nos concitoyens, ce qui est indispensable pour faire fonctionner la démocratie. Voilà quelques mots conclusifs. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être avant de vous donner le mot de la fin à chacun, s'il y a des questions dans l'assistance. Bonjour, merci pour ces prises de parole très intéressantes. Alors le mot a été lâché par vous, Madame Quantique, à la toute fin, Open Data. On a parlé de langage commun de la donnée, justement, pour pouvoir croiser, comparer, décider. On a parlé de remontée de données, et je crois que c'est vous, Monsieur Seité, qui en avez peut-être le plus parlé, du public plus ouvert, les citoyens, avec vous, Madame Quantique aussi. Les élèves, les enseignants, par exemple, les habitants du territoire, simplement, leur permettre aussi d'aller regarder ce qui se passe et peut-être de proposer des choses une fois qu'ils ont analysé. Donc, moi, ça me touche beaucoup. Je travaille pour un opérateur public du ministère de l'Éducation nationale. On amène les enseignants et les élèves à travailler avec les données. C'est une super matière première de l'apprentissage. Mais voilà, loi pour une République numérique 2016. Aujourd'hui, l'open data, les collectivités, elles s'en ont pas emparées. Pas beaucoup dans les chiffres. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver de la matière première pour travailler et pourtant, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est compliqué. Pourquoi on s'en saisit pas plus ? Je peux répondre à cette question. Parce que moi aussi, je me pose le pourquoi. En fait, ça dépend de quel jeu de données. En tant que citoyen, on est potentiellement intéressé par tel jeu de données et ce jeu de données n'est pas forcément libéré. Pourquoi ? C'est des questions de système d'information au sein des collectivités aussi. Alors, il y a en fonction... Je vais parler pour la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole parce que c'est une grosse collectivité avec des moyens informatiques quand même considérables.
je suppose, excusez-moi, mais bon, on a peut-être la même taille de territoire, mais je pense que sur ce côté-là, on n'est pas tout à fait égaux. Et j'en suis désolée d'ailleurs pour vous. Mais en tout cas, très clairement, on a une question de système d'information. Et aujourd'hui, on a des systèmes d'information qui sont cloisonnés et des systèmes d'information où on ne peut pas récupérer la donnée. Et où on a un problème, c'est ce que je disais, sur l'ouverture des données par les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire comment on libère cette donnée, comment on l'anonymise quand on veut la libérer. Mais ça, les éditeurs de logiciels, quand on est pieds et poings liés avec un éditeur de logiciel, c'est compliqué potentiellement de lui faire libérer. Donc ça, on a vraiment ce premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a des agents potentiellement où on n'a pas de référent sur la qualité de la donnée. Donc on va avoir des agents du numérique qui sont particulièrement opérationnels pour libérer, mais dans les services opérationnels c'est eux qui font la donnée. Là, on n'a pas d'agent forcément référent pour chaque jeu de données pour être sûr que la qualité de la donnée est là, qu'elle est propre, etc. Et on a cette question de comment on fait remonter cette donnée pour la libérer en open data. Si ça demande trop de travail manuel, on dit non. Et c'est ça le fond du problème. Donc c'est là où on a un sujet, à mon avis aussi, sur comment on arrive à libéraliser ça beaucoup plus facilement, parce qu'il faut des standards, il faut des schémas de données, et tant qu'on ne les a pas sur tout, on ne peut pas le faire. Et sur la question de l'éducation, moi je pense qu'on a un véritable enjeu aussi de... Tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez dit, c'est un enjeu démocratique, c'est comment on apprend aux enfants, aux élèves à savoir que c'est une donnée, comment elle est produite, qui l'a produite et comment on l'interprète, et pour être sûr qu'il n'y ait pas des biais et pour être sûr qu'il n'y ait pas de fake news, etc. Et je pense que le premier enjeu, il est quand même là. Moi, j'ai un adolescent de 17 ans à la maison, et c'est tous les jours comment on utilise ChatGPT en fonction de ce qu'on met dedans. On n'a pas le même résultat, et comment on sait la source, et là, il n'y en a pas. Et donc là, on a un véritable enjeu, je pense, effectivement, au niveau de l'éducation, pour faire comprendre et aux enseignants comment on apprend ça aux élèves. Et là, il y a vraiment un enjeu, moi, me semble-t-il, quand même, de formation des enseignants autour de cela. Et on a aussi le sujet avec la CNIL, etc., qui doit accompagner un peu plus encore nos enseignants dans ce domaine. Et je sais en tout cas, à Bordeaux, on essaye de le faire très clairement. On a un défi 10 jours sans écran. Et dans ce défi 10 jours sans écran, on a toute cette question d'apprentissage de la donnée aussi qui arrive, parce que pour nous, ça nous semble assez essentiel que les enfants puissent comprendre qu'on peut utiliser, mais qu'il y a forcément potentiellement des biais, donc de leur apprendre comment on l'utilise, et ça, c'est vraiment fondamental. Voilà. Si je peux rajouter un mot, parce que votre question est vraiment importante, elle était à la base de la saisine du ministre sur le rapport que nous avons écrit avec Christine Aignan et Magali Altounian. Effectivement, je crois que de mémoire, le chiffre, c'est 16% des collectivités qui ouvrent au moins un jeu de données. Donc effectivement, d'une certaine manière, on peut se dire on est loin du but. Mais dans le rapport, ce qu'on a vu, c'est plusieurs choses. Premièrement, derrière, on a des communes, ou des collectivités, de manière beaucoup plus générale, qui sont néanmoins très engagées. Pour beaucoup d'entre elles, 16% des collectivités territoriales, il faut avoir en tête le nombre de communes, d'accord, 35 000 de mémoire. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne va pas plus loin? Il y en a un certain nombre et je ne vais pas toutes les lister. Mais je voudrais pointer l'une d'entre elles. C'est que la logique de l'open data est une logique importante qu'il faut poursuivre, mais qu'il faut compléter aujourd'hui, parce que les technologies nous permettent de faire qu'elles ne nous permettaient pas de faire au moment de la loi pour une république numérique. Et je pense au développement des espaces communs de données. Les espaces communs de données qui sont développés notamment au niveau européen et qu'au niveau français, dans le cadre d'Equitia, une association que je préside, dont Bordeaux Métropole d'ailleurs est un des acteurs et qui est en convention avec le ministère de la Transition écologique, eh bien, nous travaillons justement sur la création de data space, d'espaces communs de données, territoriaux, multisectoriels. Parce qu'en fait, un certain nombre des données ne peuvent pas être ouvertes. Non pas seulement... Alors, il y a toutes les raisons qu'elle dit Delphine Jammet qui sont totalement justes. Mais il y en a tout simplement où il y a une forme de sensibilité. On ne peut pas les exposer, ou alors il faudrait passer par exemple par de l'anonymisation, mais très régulièrement, si vous anonymisez ou si vous agrégez trop, vous perdez complètement la capacité de réutilisation de cette donnée, donc elle n'a plus de valeur, et donc à quoi bon l'ouvrir si elle n'est pas réutilisée? Et dans les espaces communs de données, on peut agréger en fait beaucoup de dimensions autour des questions d'éthique, autour des questions évidemment juridiques, autour des technologies qui aujourd'hui permettent de faire des calculs sur des données venant de plusieurs sources, et Amélie Coantic évoquait cette multiplication des sources, donc capacité à traiter des données venant de plusieurs sources.
sans que personne ne voit les sources des autres. Donc en respect total de la confidentialité. Et ça transforme les capacités. Et donc, je crois que c'est la manière de prolonger en fait la démarche de l'open data et je pense surtout de développer des nouveaux cas d'usage qui jusque-là étaient impossibles. Je me permets, vous venez de réouvrir un temps de débat, mais peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose qui est important pour nous. Oui, bien sûr, l'open data, c'est une obligation et vraiment, on s'investit. Mais je crois qu'on n'a pas à rougir au niveau français de tout ce qui est fait sur l'open data en matière de données. Quand on discute avec nos collègues européens, je ne nous sens pas particulièrement frileux sur ces questions. Par contre, il y a un enjeu qui est important, qui est celui de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce dont on parle là, ça a un coût très important, qui est en partie public, à partir du moment où vous réouvrirez. Mais les plateformes, les services, la production de cette donnée, elle n'est pas gratuite. Derrière, dans les collectivités, il y a des fonctionnaires, dans les acteurs, les entreprises, elles dépensent de l'argent. Donc, tout ça a un coût. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est pas de créer des langages communs et des partages de toutes les données possibles et inimaginables, mais vraiment de créer des gouvernances utilisateurs, producteurs, personnes qui font l'intermédiaire pour s'attacher à des cas d'usage et à des besoins sociétaux fondamentaux. Et je pense que c'est par ça qu'on arrive à mettre en place petit à petit les réponses dont on a besoin de manière prioritaire. Et donc aujourd'hui, moi, je suis assez contente de voir qu'au sein du ministère, chaque responsable d'une politique publique, que ce soit climat-énergie, que ce soit logement, que ce soit transport, se dit, pour porter ma politique à moi, quels sont les besoins de partage de données prioritaires qu'il faut que l'on développe. Et on commence par ça, et après, on ira chercher le reste. Mais on prend le sujet aussi de manière modeste, parce que, honnêtement, trop d'informations pour qu'on soit capable de la capter et de la mettre en boîte. Bon, c'était la bonne question en fait. Parce qu'on a tous envie de parler dessus. Oui, alors, j'adhère à tout ce qui vient d'être dit précédemment. Juste un mot, il y a encore des silos, malheureusement. Il y a encore des gens qui ne partagent pas leurs données, qui ne veulent pas les partager, qui sont persuadés que ça a une fortune extraordinaire, qu'ils ont un trésor et qu'il faut surtout qu'ils se le gardent pour eux et qu'ils ouvrent le coffre et qu'ils regardent de temps en temps. Ça, c'est le premier sujet. Ça, on le voit dans les entreprises. Malheureusement, on le voit aussi parfois au sein des collectivités et malheureusement, on le voit aussi au sein des services de l'État. Donc, on a des silos là qu'il faut faire péter, ça c'est clair. Deuxième chose, sur des territoires comme le mien, qui est un espèce de grand désert, voilà, j'ai 3 fois moins d'habitants que dans le Sahel au kilomètre carré, donc c'est un vrai désert, c'est pas pour déconner. Donc dans ce vrai désert, on produit beaucoup de données, mais forcément, les ressources humaines, elles sont extrêmement faibles. Moi, j'envie beaucoup Bordeaux pour ses ressources humaines, pour ses traditions viticoles, pour plein d'autres choses. Mais nous, on produit de la donnée, mais ensuite, c'est très compliqué d'arriver à la gérer. Donc, on monte des systèmes et il faut qu'on arrive à fabriquer, nous, des systèmes adaptés au territoire. Alors, il y a un mot que Bertrand n'a pas prononcé, qui sont les comités territoriaux de la donnée. C'est une chose qui est importante. Pourquoi ? Parce que territorial, ça veut dire qu'on peut être aussi bien à l'échelle de la commune qu'à l'échelle de la région. Et c'est ça qui est intéressant dans les comités territoriaux de la donnée, et dans l'idée qu'à un moment, il va falloir effectivement s'appuyer sur toute la diversité de la production pour arriver à fabriquer ces choses-là. C'est pas simple, mais on s'y attache. Ok, merci. Il nous reste 1 minute encore. Si jamais il y a encore une... S'il y a une deuxième question... Ah voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos très riches interventions. Je me présente, Alix Bouillon. Je travaille pour un service qui a pour vocation de rassembler les données sur les subventions versées aux associations par notamment les collectivités territoriales. Et ce qui m'a notamment beaucoup intéressé dans vos interventions, c'est la notion de fiabilité des données et de langage commun, puisque chaque service d'information suit sa propre logique, que ce soit comme la commune de Corse, où j'ai très envie de me rendre, après que vous en ayez parlé, monsieur, ou dans la métropole de Bordeaux. Donc la question ici, c'est comment s'assurer d'un langage commun entre toutes ces collectivités et comment s'assurer que ces données soient repartagées et rendues disponibles aux agents publics qui ont besoin de consulter ces données pour une grande variété de cas d'usage.
C'est un cas d'usage qu'on a à Bordeaux, puisqu'on veut faire un observatoire de la vie associative. Et donc, on a très clairement besoin des données des subventions. Alors, nous, on libère le jeu de données des subventions qu'on donne aux associations. Par contre, à l'intérieur, on n'a pas les subventions en nature. Et ça, moi, ça me semble aussi hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subventionne une association de façon pécuniaire, mais aussi en nature. Quand on leur met à disposition des locaux et qu'ils ont un loyer de 1 euro du mètre carré, derrière, le reste, c'est du nature et c'est quand même une grosse subvention. Donc ça, c'est important. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup discuté avec Nantes, qui a un observatoire déjà de la vie associative. Et voilà, c'est des données qui n'ont pas forcément agrégées parce qu'on n'a pas discuté toutes et tous, en fait, de ce qu'on doit agréger. Et il y a une association nationale, je crois, qui porte ça aussi. Et donc, c'est là où il faut qu'on discute, à mon avis, toutes et tous, de qu'est-ce qu'on doit voir dans ces observatoires pour qu'on puisse parler tous le même langage. Et c'est assez fondamental. Et vraiment, là, nous, on a un problème de logiciel. Donc, on est en train de refaire un nouveau logiciel. Et quand j'ai posé la question, c'était il y a 15 jours. Donc, et les subventions nature, ah non, pour l'instant, on les a pas dans le logiciel. Mais voilà. Donc là, il va falloir qu'on récupère le compte administratif et sortir ce jeu de données du compte administratif, donc tout taper à la main pour pouvoir avoir ça. Donc là, moi, il me faut un agent public qui doit faire ça pour avoir mon observatoire. Et en tout cas, sur cette très bonne question, manifestement, il y a besoin d'un standard. Manifestement, il n'existe pas. C'est pour ça que dans le cadre du CNIJ, on a travaillé sur une fabrique des standards pour pouvoir accélérer la production de standards. Et je rajouterai quand même une dimension de géolocalisation, parce que c'est quand même le cœur. C'est qu'une subvention, très souvent des élus vont se dire sur quel territoire, à quel territoire elle profite. Alors, à l'échelle d'une métropole comme Bordeaux, c'est peut-être suivant les différents quartiers. Moi, j'ai été conseiller régional, c'est OK, la subvention, elle va bénéficier à quel territoire? Or, parfois, vous accordez une subvention à une association dont peut-être le siège est quelque part, mais les activités se déploient dans toute la région. Donc, la question de la localisation est quand même très, très importante parce qu'à un moment donné, puisque, encore une fois, on est au Salon des maires ici, ce qui intéresse aussi les gens, c'est dans mon territoire, de quoi je bénéficie. Et si on veut, encore une fois, apaiser le débat, dans un contexte, on le sait, qui est extrêmement tendu en France, aujourd'hui, avec des gens qui se sentent abandonnés, souvent à raison, parfois pas complètement à raison aussi, eh bien, il faut qu'on puisse objectiver tout ça. D'abord, bravo pour votre travail, parce que je pense qu'il va dans le bon sens, vraiment, c'est important. Et peut-être que c'est justement quelque chose qu'on pourrait traiter dans le cadre du CNIJ. Sur ce jeu de données, il y a un enjeu budgétaire important parce que souvent, à chaque échelon, on subventionne les mêmes associations. Et justement, aujourd'hui, dans le modèle qu'il y a où on est en difficulté financière potentiellement par rapport à certains échelons, comment on va pallier, comment d'autres échelons vont pallier le définancement de certains. Et ça, c'est hyper fondamental. Et aujourd'hui, on n'a pas de vision là-dessus. Voilà. Bon, mais La question, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour moi, parce que moi, je préside une association qui récupère de l'argent à tous les échelons. Et si vous finissez votre travail, j'ai peur d'en perdre. un mot pour finir, voilà. Allez, le mot de la fin, mais je crois que Madame l'a pointé du doigt, désilotage, création de standards pour permettre ça. Moi, je pense qu'il y a des outils. Alors, bien sûr, l'APIisation, elle permet des choses, mais le standard, il évite qu'on ait besoin de se créer des API, donc c'est pas mal aussi. Et je pense que pour faire ça, on a besoin de la bonne gouvernance, parce que il faut qu'on partage ce besoin de standard et qu'arrière, on s'oblige à l'appliquer. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire, donc on progresse là-dessus. Ok, merci à tous. Et puis, si vous voulez un peu d'informations sur le CNIJ, vous avez un peu de documentation ici. Voilà, je vous remercie.